Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Vœux du nouvel an adressé au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo, le bilan de la situation sanitaire liée au Covid-19 et la relance de l'économie au cœur du discours du gouvernement et du corps diplomatique. Lancement au Congo-Brazzaville des travaux en vue de la construction de la route d'Olizy-Kibangou, une infrastructure devant permettre une plus grande intégration du pays. Les travaux ont été lancés en présence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. À suivre également dans ce journal, les fonds alloués aux startups africaines, plus de 2 milliards de dollars en 2019, beaucoup moins pour l'année 2020, vous le verrez. Mais tout d'abord, cette annonce du contingent ougandais de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui déclare avoir neutralisé près de 200 combattants du groupe terroriste somalien Al-Shabaab. 189 membres du groupe auraient été tués vendredi soir et samedi matin lors de plusieurs attaques menées contre des villages au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. 2 commandants Shabaab auraient également été arrêtés et livrés aux forces armées gouvernementales. Du matériel militaire, des véhicules et des armes auraient également été détruits. En Guinée équatoriale, le gouvernement et l'ensemble du corps diplomatique ont présenté leurs vœux du nouvel an au chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Zogo. Tous ont fait part de leur espoir pour 2021, tout en énumérant plusieurs de leurs priorités pour l'année qui s'ouvre, au premier rang desquelles la relance de l'économie. Nathalie Mo. Le 22 janvier 2021, le gouvernement, la classe politique et le corps diplomatique ont présenté leurs vœux au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. La cérémonie traditionnelle qui a habituellement lieu le 28 décembre de chaque année a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a eu un impact négatif sur le processus de diversification en cours dans le pays. En Guinée équatoriale, la Covid-19 a mis en déroute aussi bien les projets que les budgets mis en place en 2020 par ce gouvernement. Mais il a su anticiper, il a su revoir à temps tous ces différents budgets, tous ces différents projets autour du plan national de développement pour l'horizon 2035. Et donc, le président, avec son gouvernement, ont su faire face à la pandémie depuis 2020. Donc, le président a dit qu'il faut désormais s'unir donc autour de nos scientifiques, autour de nos instances dirigeantes pour faire face à la pandémie. Le président équato-guinéen Obiang Nguema a tenu la main aux partis politiques de l'opposition. Un acte hautement symbolique en faveur de la stabilité politique dans le pays, de l'avis du chef de l'État de la Guinée équatoriale. Avec une collaboration plus accentuée avec ses partenaires extérieurs, la Guinée équatoriale souhaite atteindre les objectifs de son programme de développement économique à l'horizon 2035. Nous avons toujours maintenu un dialogue avec les différentes forces politiques de l'opposition légalement établies dans le pays, dans le cadre du pacte national contraignant pour discuter des aspects de la vie sociopolitique de l'État. Le gouvernement continuera toujours à tendre la main et à être prêt à écouter tous les acteurs qui s'intéressent à la prospérité de notre nation. Mon invitation reste ouverte à ceux qui souhaitent se joindre à cette grande marche nationale. Dans son discours, le président Obiang Nguema a invité les pays, les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé à plus de solidarité pour venir à bout de la crise sanitaire. L'opposition, elle, a salué l'action du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption en 2020. Elle souhaite en 2021 que des mesures correctives exemplaires soient prises à l'encontre des auteurs de ces actes illicites. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, annonce officiellement sa candidature à la présidentielle du 21 mars. Avant de se prononcer, le président sortant, qui cumule 36 années à la tête du Congo, a d'abord été investi une nouvelle fois candidat par sa formation politique, ainsi que par ses autres formations alliées de la majorité. Je vous propose d'écouter le président Denis Sassou Nguesso.
que les jeunes, surtout eux, nous ont pratiquement placés dans le corner, dans l'angle, et nous disons que oui. Que oui, nous nous portons candidats à l'élection présidentielle de mars. On reste au Congo, direction le Niari, où les travaux de la route d'Olizier-Kibangu ont été lancés il y a quelques jours en présence du président de la République. Il s'agit d'une route transfrontalière devant permettre l'interconnexion des axes routiers reliant le Congo aux pays limitrophes. C'est un sujet de la rédaction. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a procédé au lancement officiel des travaux d'aménagement de la route d'Olizier-Kibangu dans sa première phase qui relie le Congo au Gabon. Les travaux de la route qui ont débuté en mars 2019 ont été cofinancés au coût global de plus de 44 milliards de francs CFA, dont plus de 16 milliards pour le coût des travaux déjà réalisés, entre autres le bitumage des 32 premiers kilomètres entre Dolesi et Louvakou et la construction en cours du pont sur le Niari. Pour rester fidèle au délai, les travaux ont été ainsi scindés en deux phases. La première phase, financée par les ressources du prêt du Fonds africain de développement, comme cela a été dit tout à l'heure, débuté en mars 2019, scindé en deux lots dont le premier porte sur l'aménagement et le bitumage des 32 premiers kilomètres, la construction du pont sur la Louvakou et sur le Niari, et la construction de la bretelle de la sous-préfecture de Louvakou. Enfin, on peut dire que la fin des travaux pour cette première phase est imminente. La route d'Olesi-Nende à la frontière du Gabon est longue de 272 km. Ainsi, la seconde phase dont les travaux d'exécution n'ont pas encore débuté concerne le tronçon Kibangu jusqu'à la frontière gabonaise voisine. Ce projet intègre la vision commune des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale de rendre accessible leur ville par la route. Pour l'atteinte de ces objectifs dans le domaine des transports, l'institution travaille sur la base du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, adopté par nos chefs d'État en 2004, de même que sur la base du programme de développement des infrastructures en Afrique centrale, abrégé PIDA, adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2012. L'exécution de ce projet avance à un rythme très lent en ce qui concerne les travaux, selon la partie congolaise, à cause de l'indisponibilité des ressources financières. Notons que la construction du pont sur le Niari constitue un important axe du corridor Libreville-Brazzaville dans le cadre du transport de marchandises et de la circulation des biens et des personnes. Dans l'actualité au Malawi, les comptes bancaires de l'ancien président Peter Mutharika sont toujours gelés. La Haute Cour a rejeté la demande de l'ex-chef d'État de pouvoir accéder à ses comptes bloqués depuis août 2020 par le Bureau anticorruption dans le cadre d'une enquête visant à déterminer le rôle qu'il a pu jouer dans une affaire de corruption dont les montants détournés s'élèveraient à plus de 6 millions de dollars. Les startups du continent africain ont récolté plus de 2 milliards de dollars en 2019, soit 74% de plus qu'en 2018, un montant en baisse cependant pour l'année 2020 dans un contexte économique, vous le savez, marqué par la pandémie de Covid-19. Mais ces jeunes entreprises ont quand même pu lever plus de 700 millions de dollars pour leur développement. Philomène Tine. 701,5 millions de dollars ont été investis dans la tech africaine en 2020. En dépit de la crise économique, les startups africaines ont mobilisé plus d'investissements et de financement qu'en 2019. Les fonds levés ont augmenté de 42,7% et le nombre de startups financées a également progressé de 27,7% selon Disturb Africa.
La croissance du financement observée dans les écosystèmes technologiques du continent en 2020 est extrêmement forte. Le financement des startups africaines franchit pour la première fois la barre de 700 millions de dollars et de plus en plus d'investisseurs éjectent de l'argent dans de nombreux marchés. Les fonds levés ont augmenté de 42,7% et le nombre de startups financées a également progressé de 27,7% selon Disrupt Africa. Les pays africains les plus dynamiques qui ont capté la majorité des ressources en 2020 sont notamment le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Ils ont attiré 89,2% du montant total des fonds investis sur le continent. Donc ces startups aujourd'hui ne sont que les symboles d'une Afrique dynamique, d'une jeunesse aujourd'hui entrepreneuriale. Donc il faut donner cette chance à cette communauté. Et c'est ce que beaucoup de partenaires techniques et financiers ont compris. Donc il n'est pas étonnant que dans les années qui viennent, nous puissions avoir une flambée exponentielle des investissements dans ce secteur, qui reste un secteur très innovant à travers l'évolution dans beaucoup de domaines d'activité, comme la biotechnologie aujourd'hui. Selon l'avis des entrepreneurs africains, les startups africaines ne profitent pas d'infrastructures fournies par l'État. Néanmoins, ces mêmes startups fournissent des services essentiels au peuple. Elles constituent ainsi de puissants outils inédits de développement pour l'Afrique. Et au Sénégal, la campagne de commercialisation de l'arachide s'annonce prometteuse, notamment dans la partie nord du pays, à Louga. Un record a même été enregistré. Plus de 12 500 tonnes d'arachides ont déjà été collectées, 2 mois à peine après l'ouverture de la campagne de commercialisation. Le point avec Philomène Tine. 2 mois après l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide à Louga, au nord du Sénégal, c'est au total 12 503 tonnes qui ont été collectées. Un record d'après Modou Diagne Fada, directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos. Les 12 503 tonnes de graines d'arachide font de cette localité du pays le site principal de collecte de la Sonacos. En effet, la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein. À Louga, la situation évolue positivement. Ce chiffre est le résultat d'une médiation que le président de la République a eu à mener entre d'une part les exportateurs et d'autre part les huiliers locaux tels que la Sonacos. En effet, lors du démarrage de la campagne arachidière le 23 novembre dernier, très rapidement, il s'est avéré que les exportateurs proposaient un prix qui était 50 francs plus cher que ce que proposaient les huiliers locaux, la Sonacos entre autres. En déplacement dans le cadre d'une tournée nationale d'évaluation de la campagne de collecte des graines d'arachide, le DG de la Sonacos est allé s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne dans cette partie du pays. Il souligne être heureux de constater ces piles de graines à Louga. Cela va nous encourager à poursuivre nos efforts pour son unité industrielle qui dépendait de Diourbel. Créée et qui reste dans les pays étrangers, qu'on a la possibilité d'avoir cette valeur ajoutée ici au Sénégal. Il faut se féliciter que le président de la République ait trouvé justement un chemin médian entre des intérêts totalement convergents et gageons que les années suivantes, on va pouvoir garder cette solution, mais il faut quand même qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à mieux rémunérer nos agriculteurs pour faire que la concurrence venant de l'extérieur soit de moins en moins intéressante et impacte de moins en moins l'économie arachidière sénégalaise. En effet, depuis l'ouverture de la campagne de commercialisation, la Sonacos a déjà collecté plus de 40 000 tonnes de graines d'arachide à travers le pays destinées aux huileries locales. D'après le DG, l'État du Sénégal veut faire en sorte que la Sonacos soit présente un peu partout dans le pays. Au Togo, quelques jours après la libération de 7 des 8 syndicalistes interpellés, les syndicats appellent le pouvoir à la modération. Des 8 syndicats interpellés, un seul reste pour leur détenu par les autorités. Il s'agit du rapporteur du syndicat des enseignants du Togo, Essoanam Bao, qui a été déféré vendredi à la prison civile de Kara. Les organisations syndicales demandent que le camarade Bao soit libéré pour qu'il y ait de l'apaisement, demande formulée par 7 Asiavi, membres de l'organisation de la Synergie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.